Avertissement, la discrétion du public est fortement recommandée. Tout ce qui suit est présenté à des fins éducatives et de divertissement. Tout est allégué. Vous pensiez tout savoir sur les coulisses de l'affaire Didi? Vous vous dites peut-être, encore un scoop, encore une rumeur. Mais êtes-vous vraiment prêt à entendre la version qu'Hollywood a toujours redouté de voir éclater? Respirez un grand coup, parce qu'une fois cette porte franchie, il n'y a plus de retour possible. Le tribunal fédéral, Washington, 8h32. La salle est déjà sous tension. Avocats nerveux, journalistes à l'affût, accusations de trafic d'influence et de coercition sexuelle qui s'empilent comme des dossiers secrets. Soudain, la porte du fond grince. Personne n'a vu son nom sur la liste des témoins. Et pourtant, Jim Carrey entre. Lentement. Sans un sourire. Lunettes noires, par-dessus sombre. Le roi du « sommet body stop me » ne porte plus de masque, il porte le poids de 3 décennies de silence. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans le procès qui menace de faire s'écrouler tout un PAN de l'industrie? La réponse se tisse sous nos yeux comme un thriller en direct. On jurerait entendre les pages du scénario se tourner toutes seules. Carrey traverse la travée centrale, ses chaussures résonnent comme des coups de marteau sur le parquet. Didi lève les yeux, croise son regard, et l'air semble se figer. Une seconde suspendue, 2 vies qui se rencontrent à nouveau, et toute une galerie de fantômes qui se réveillent. Je ne suis pas venu pour me venger. La voix de Carrey claque, sèche, presque inaudible. Il prête serment. Sa main tremble. Non. Pas cette fois. C'est sa détermination qui fait trembler la pièce. Il commence par l'inimaginable, la genèse de son ascension. Une époque où il dormait dans un van, sillonnait les comédie-clubs miteux de Sunset Boulevard et rêvait d'un simple rôle de figurant. Les propositions louches, il en avait déjà vu. Mais celle-ci avait une odeur différente, l'odeur du pouvoir absolu. Flashback, 1991. Il se cachait, villa illuminée, rideau lourd. Juste une soirée réseautage, avait-on promis. Il découvre un salon plongé dans une pénombre de bougies rouges, un jacuzzi fumant, et au milieu, un producteur au rire rauque qui chuchote. Il faut savoir se purifier pour renaître star. Ce producteur porte un nom qui, bientôt, fera trembler les charts, Shaun Didi Combs. Carrey hésite, avale sa salive. Autour de lui, d'autres artistes, plus jeunes encore, figés entre fascination et terreur. La musique étouffe les scrupules, les contrats se signent dans la vapeur. Il raconte la baignoire. L'eau trop chaude, les effluves d'encens, le parfum de champagne. Rien d'illégal? Pas si simple. On ne brandit pas un revolver, on brandit un rêve. Tu veux le rôle qui changera ta vie? Plonge. Et il a plongé. Au sens propre. J'ai senti ma dignité se dissoudre dans cette eau stagne, et avec elle, ma propre voix. Un simple geste, laver le dos de l'homme qui contrôle la clé des castings. Résultat, quelques semaines plus tard, un scénario arrive par coursier. Le téléphone sonne. Hollywood ouvre la porte en grand. Jim Carrey, nouveau messie de la comédie. Mais à quel prix? Silence dans la salle. Un juré essuie une larme avant même de s'en rendre compte. Carrey poursuit. J'ai ri face caméra pendant que mon âme hurlait hors champ. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Parce que personne ne dit jamais rien. Parce qu'on lui a murmuré « Rappelle-toi, tout est consensuel » ou alors oublie ta carrière. Il déroule la liste des soirées suivantes. 1996, manoir à Bel-Air, NDA distribué comme des serviettes en papier. On confisque les téléphones. Choisis ta pilule, choisis ton rôle. 1999, loft à Tribeca, mur recouvert de miroirs sans teint, caméra cachée. C'était un théâtre. Nous étions les acteurs et les marionnettes à la fois. Et toujours, Didi en chef d'orchestre, glissant d'un couloir à l'autre, validant les initiés d'un simple hochement de tête. Rupture de ton. Carrey évoque la star de talk-show, éclatante de bienveillance à l'écran, qui assistait impassible à l'effondrement d'une jeune danseuse en larmes. Le réalisateur oscarisé qui, masque en main, prenait des notes sur les faiblesses de chacun. Il ne venait pas seulement pour se divertir, explique Carrey. Il venait pour s'assurer que personne ne pourrait briser le pacte du silence. Il confesse les cauchemars. Les flashs de stroboscope qui se transforment en flashback.
Les plateaux de tournage où, entre deux prises hilarantes, il courait vomir dans les toilettes. Vous rigoliez à mes grimaces. Moi, je ne sentais plus la moitié de mon visage. Hallucination, dissociation, crise de panique. Un médecin lui dit « Trop de stress, Jim ». Comment expliquer qu'il ne s'agisse pas de simple montée d'adrénaline mais d'une intoxication à la honte? Retour au présent. La procureure le laisse parler, consciente que chaque syllabe est une lame qui fend la chape de plomb. Carré dresse les contours d'une pyramide. Au sommet, Didi, plus bas, les complices, en bas, les recrues jetables. Un système huilé où l'obéissance se monnaie en invitation VIP. L'anecdote de 2005 glace l'assemblée. Une villa à Miami, nuit blanche sur l'eau. Les invités reçoivent chacun un masque vénitien numéroté. Plus le numéro est bas, plus votre carrière est haute. Carré, numéro 9, croise un jeune rappeur, numéro 43, yeux écarquillés. Je lui ai murmuré « fuis ». Il a répondu « et allez où ?» Le lendemain, ce rappeur signe avec un label affilié, pour disparaître 2 ans plus tard, ruiné, brisé. Il parle de la chambre des clés, un étage secret, réservé aux « preuves ». Photos, vidéos, confessions filmées. Il suffit d'une seule cassette pour s'assurer que tu restes sage. À chaque marche gravie, une part d'ombre consignée, stockée, étiquetée. Qui tient vraiment la laisse? Celui qu'on croit ou celui qui possède l'enregistrement? Alors Carré lâche la bombe. Je sais où se trouve le coffre. Regard paniqué du côté de la défense. Il décrit un appartement discret à Soho, un code à 6 chiffres, un système de consignes rotatives. Des copies duplicables à l'infini. Il insinue qu'en cas de chute, le réseau peut encore s'étendre comme une toile d'araignée, paralysant quiconque tenterait de parler. Ici, l'affaire n'est pas un simple procès, c'est une partie d'échecs où chaque pièce est compromise. Un battement de cœur. Puis, la révélation la plus glaçante. J'ai songé à mettre fin à mes jours après le nombre 23. Les projecteurs, la gloire, l'argent, rien ne masquait l'odeur du chlore brûlant ses souvenirs. Je me réveillais trempé, persuadé d'être encore dans ce bain, obligé de récurer un dos qui ne cessait de s'étendre. Le public, muet, comprend que le rire a servi de bouclier à une douleur indicible. Pourquoi parler maintenant? Parce que d'autres ont enfin brisé le mur. Cassie Ventura, Monique, des danseurs anonymes. Carré refuse d'être la pièce manquante qui maintient l'édifice. Je préfère être ruiné que racheté, lâche-t-il. Dans ses yeux, plus une once de la folie joviale qu'on lui connaît, seulement la sérénité d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Il liste des noms. Pas tous, mais assez pour faire blanchir les visages dans la salle. Un producteur au Grammy toujours entouré de mannequins trop jeunes, une actrice respectée pour son activisme qui, la nuit, gérait l'entrée d'une arrière-suite de fête. Mais c'est la mécanique qui importe, plus que les individus. Invitation, promesse, test de loyauté. Accepte une fois, tu es lié à vie. Refuse, on t'efface. Carré conclut, on ne devient pas star à Hollywood sans être touché d'une manière ou d'une autre. Pas forcément physiquement, mais spirituellement. Quelque chose doit être brisé pour laisser entrer le commerce. Tout ça, Didi le sait. Il l'a perfectionné. Sa voix s'adoucit, presque une caresse avant l'égorgement. Je suis venu offrir ma vérité pour qu'elle serve de planche de salut au suivant. Un frisson parcourt la salle quand il avoue avoir reçu, il y a 3 mois, un étrange colis, une clé USB vide et un message. Rappelle-toi qui t'a fait. Menace, rappel, qu'importe, il est là. Qu'on me croie ou pas, je ne retournerai plus jamais dans le silence. À cet instant, même la climatisation semble s'être tue. Le juge, d'une voix basse, demande « Monsieur Carré, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Le comédien pose sa main sur le bois poli, souffle et répond « Oui. » Que celui qui a des oreilles entende. Vos idoles ne sont peut-être que des ombres projetées par un projecteur d'horreur. Il descend du banc. Pas un flash, pas un applaudissement. On pourrait croire que le temps lui ouvre un couloir pour sortir. Didi demeure figé, le regard soudé à son propre reflet dans la vitre du box. Voit-il sa légende se craqueler? Ou comprend-il seulement maintenant que le maillon le plus inattendu peut abattre toute une chaîne? Carré franchit le seuil, expire, comme s'il laissait derrière lui 3 décennies de poison. Dehors, la foule n'ose pas l'assaillir. Un silence respectueux, presque religieux, l'enveloppe.
Il relève légèrement ses lunettes, fixe le ciel gris de Washington et murmure. J'ai retrouvé mon rire, pas pour divertir, mais pour me libérer. Et nous, spectateurs ébranlés, que faisons-nous de cette confession? L'ignorons-nous pour ne pas compromettre nos playlists, nos films préférés, nos souvenirs d'enfance? Ou acceptons-nous de regarder en face la part maudite du spectacle? Car si même l'homme élastique a failli se briser dans ce bain d'illusions, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais eu sa notoriété pour s'en extirper? L'histoire n'est peut-être pas terminée. Les coffres peuvent encore s'ouvrir. Les enregistrements peuvent encore fuiter. Peut-être que demain, un autre témoin surprise franchira ces mêmes portes, dossier secret sous le bras. Peut-être que l'édifice craquera enfin, révélant ce que tout le monde savait déjà mais n'osait formuler. Le rêve est une prison tapissée de miroirs, et Didi en possède toutes les clés. Respirez. Le rideau n'est pas tombé. Il vient seulement de se déchirer.